Chers lecteurs et lectrices du journal L'Alternative, et vous, amis qui nous suivez dans cette émission, l'autre journal, bonjour, bonsoir. Vendredi dernier, l'Alternative n'était pas dans les kiosques. Demain, elle n'y sera non plus. Ainsi, on a décidé la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, qui a suspendu le journal pour 4 mois. Vous vous rappelez, chers amis, que le 23 mars 2020, la HAC a suspendu l'Alternative pour 2 mois à la suite d'une plainte d'un colon français. Je veux parler de Marc Vizy, l'ancien ambassadeur de France au Togo. L'histoire se répète donc. Que se passe-t-il dans la presse togolaise? Pourquoi ces suspensions, ces fermetures des médias critiques envers le régime togolais? Nous en parlons tout à l'heure avec nos invités ici présents. J'ai à ma gauche M. Luc Abaki. Luc, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Je rappelle et internautes. Voilà. Vous êtes journaliste, analyste et chroniqueur. Merci. Et ça, je le rappelle toujours, vous êtes l'SDG du groupe Sud Média, LCF et City FM, qui ont été également fermés par la HAC. Absolument. Il y a 4 ans ou 5 ans. 5 ans déjà, oui. Voilà, 5 ans déjà. Oui. Merci beaucoup. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Et à ma droite, mon compagnon de misère, parce que la HAC nous a dit la dernière fois, on disait Ferdinand et Isidore, des compagnons de... Bon, en tout cas, vous deux, vous êtes toujours là. Ferdinand, bonsoir. Bonsoir Isidore, bonsoir aux internautes. Merci de nous suivre depuis vos positions. Nous sommes désormais au chômage pour 4 mois. Mais nous, on sait nous débrouiller. On trouvera toujours les moyens de nous exprimer. Mais bon, on va voir si on peut aller nous inscrire au Pôle emploi ou à l'AMPE pour trouver peut-être un job en attendant. Donc, voilà, nous sommes ici pour continuer par débattre, échanger, parler aux populations. C'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on fera. Et donc, quel que soit les miasmes ou les agitations d'une quelconque institution, on fera notre travail. Voilà, merci beaucoup Ferdinand. Et voilà, le décor ainsi planté. D'abord, nous allons parler, avant d'arriver à ce qui se passe dans la presse togolaise avec les fermetures et les sanctions, les suspensions, nous allons parler du terrorisme. On entend par-ci et par-là, lutte contre le terrorisme. Les chefs d'État africains en ont fait le cheval de bataille et certains qui ne veut pas quitter le pouvoir, brandit cette lutte contre le terrorisme pour rester au pouvoir. Mais Ferdinand, aujourd'hui encore on apprend des réformes ou bien des changements dans les garnisons, à la tête des garnisons. Oui, je pense que depuis qu'il y a eu cette affaire de, comment vous appelez, assassinat de Majulba, qui était le commandant du BIR à Lomé, il y a quand même un chamboulement. On observe un chamboulement dans le dispositif militaire, dans la haute hiérarchie. Vous savez qu'il y a quelques semaines, une loi a été adoptée à l'Assemblée nationale où on parle de la réforme de l'armée, une réforme qui consiste à doter l'armée d'équipements, à la rendre plus professionnelle et plus puissante. Le coût, c'est 700 milliards sur 5 ans. Et donc, je pense que les réformes sur le plan des ressources humaines aussi vont avec. Il y a le chef d'état-major général qui est parti, il y a son adjoint qui est parti, il y a le chef d'état-major de l'armée de terre qui est parti, il y a de nouvelles nominations qui ont été faites au niveau de l'état-major. Des gens comme le général Adjito ont été déplacés à la présidence. Et depuis quelques jours, c'est au niveau des garnisons, on voit un bouleversement au niveau des garnisons. Et aujourd'hui, c'est le 15 février, je crois, où il y a eu de nouvelles nominations à la tête de ces garnisons-là. Est-ce que c'est une réforme qui rentre dans l'ordre normal des choses ou est-ce qu'il y a un malaise? Je pense que chacun analysera la situation selon les informations qu'il possède, mais le constat est là, il y a quand même un chamboulement qui est en cours dans la hiérarchie militaire. Merci Ferdinand. Est-ce que c'est parce qu'il y a un assassinat, une enquête en cours qu'on change la tête des garnisons? Bon, je crois que c'est difficile à dire. Le moins qu'on peut
dire effectivement, c'est que quand vous regardez très bien la méthode de gouvernance du président de la République, Faure Gnassingbé Gnassingbé, vous verrez qu'il a une attention particulière quand il est question de l'armée. En fait, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de chamboulement au sein de l'armée. Hein. D'abord, il a réformé à un moment donné en réorganisant la structure même de cette armée, en créant des BIR, la zone nord, la zone sud, etc., etc. Et puis vous verrez que en général, le président de la République, les décrets les plus réguliers qu'il prend concerne notamment l'armée. Il fait en sorte à assurer une forme de rotation, un dynamisme manifeste. Il m'est arrivé à un moment même de dire que, mais écoutez, l'attention que le président de la République engage dans la gestion de l'armée, s'il engageait la même attention dans la gouvernance de tous les compartiments de l'État, je pense qu'il serait un dirigeant modèle parce qu'il ne transige pas quand il est question de l'armée. Et donc, comme Ferdinand l'a rappelé, en début d'année, il y a eu le vote de la loi de programmation militaire, et donc avec toutes les ressources qui sont donc prévues à cet effet sur les 5 ans, donc on comprend qu'il y a une organisation permanente de l'armée. Et ça, on comprend aisément parce que le président de la République est beaucoup plus à l'aise avec l'armée, avec les militaires. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il les déploie un peu partout, même à des postes civils. Hein, vous savez qu'il dirige beaucoup de postes stratégiques de l'administration, notamment dans les préfectures, à la tête de certaines structures comme les centres de santé, universitaires, etc., etc. Donc, c'est pour dire que quelque part, le président de la République est résolument engagé à suivre de près la gestion de l'armée et il s'en occupe lui-même. Voyez-vous, c'est vrai qu'aujourd'hui, après plus de 6, 7, 8 ans, il a fini par nommer une ministre des armées. Sinon, depuis que Badja Gnassingbé, son demi-frère, n'est plus ministre de la Défense, c'est lui qui s'en charge. Donc, la Défense était formellement rattachée à la présidence. Et aujourd'hui, quand bien même il y a une dame qui est supposée s'en charger, on voit entièrement la même mise du président de la République sur l'armée. En tout cas, il en est très proche et c'est de bonne guerre. Je pense que c'est lié à la philosophie qu'il a et à l'approche qu'il a de la gouvernance de l'État et à la place qu'il donne à l'armée dans la gestion même des affaires du pays. Voilà. Oui, merci beaucoup. Ferdinand, Faure Gnassingbé est beaucoup plus proche de l'armée. C'est cette proximité-là qui l'a conduit la dernière fois au nord du pays en visitant un détachement là-bas qui lutte contre le terrorisme. Je pense qu'il est plus proche de l'armée parce que c'est l'armée qui l'a installé au pouvoir. Il faut avoir le courage de le dire. Et l'armée, c'est le principal pilier du pouvoir. Et sans l'armée aujourd'hui, je ne pense pas que Faure Gnassingbé ferait 48 heures au pouvoir. On a bien constaté qu'à chaque fois qu'il y a un processus électoral et que le processus électoral va en défaveur du parti au pouvoir, c'est l'armée qui intervient pour rééquilibrer les forces et aider le parti au pouvoir à confisquer la victoire des opposants. Et donc, on peut citer plusieurs cas. Hein. On a vu 2005, tout le massacre qui a eu lieu. On a vu 2010, comment l'armée est souvent déployée sur le terrain pour intimider les gens. 2015, on a vu à la CENI, les militaires sont intervenus pour menacer des responsables à la CENI. Donc, le pouvoir tient fondamentalement à l'armée. Maintenant, dans cette armée-là, vous savez, plus le temps passe, plus il y a des frustrations, plus peut-être qu'il y a des ambitions qui naissent, peut-être qu'il y a des critiques. Donc, à un moment donné, il faut essayer d'éloigner dans le dispositif ce que je peux appeler les mauvaises graines pour remettre dans la machine les pions les plus sûrs. Et tout ce qui se passe aujourd'hui comme chamboulement, bouleversement dans le dispositif de la hiérarchie militaire, c'est pour la consolidation du pouvoir en fait. C'est pas pour une administration normale des facts. Sinon, les choses resteraient là, vous voyez. Et donc, plus on met des gens, on les utilise. Et lorsqu'on voit que ces gens-là n'ont plus la loyauté qu'ils avaient au départ, on essaie de les enlever, de les caser. On remet d'autres qui sont encore beaucoup plus zélés que ceux qui étaient là avant. Voilà l'interprétation que moi j'ai faite de tout le chamboulement qui est en train de se passer aujourd'hui. Et le fait même qu'on ait nommé une ministre des Armées qui est totalement proche du président de la République, témoigne de la même mise qu'on veut avoir directement sur cette armée-là. Et puis, les BIR qui ont été créés, ces BIR-là, comment je dirais ça, ont été copiés du Cameroun par le même général qui l'a fait au Cameroun, qui est le général Raymond Germanos, qui est un général 5 étoiles en section B de l'armée française,
qui a beaucoup aidé Paul Biya à créer les BIR et qui s'est transposé ici avec tout le réseau d'Israéliens qui sont ici et qui essaient de former, de sécuriser le régime. Donc voilà. Maintenant, pour la sortie au nord du Togo dans la lutte contre le terrorisme, je ne sais pas si c'était... Bon, il nous a été dit que c'était pour encourager les troupes qu'on a déployées au nord Togo qui sont là depuis quelques années. Vous savez que le Togo a formé au moins 1 millier de soldats qu'on appelle le GILAT, le groupe d'intervention léger antiterroriste, qui sont à l'aéroport, à côté du CETAP, qui interviennent sur la mer lorsqu'il y a les questions de piraterie, mais dont on a déployé quelques centaines dans la région de Dapaon, où il y a des pressions des djihadistes, parce qu'on a constaté des infiltrations de quelques djihadistes, et donc ces troupes ont été déployées là-bas, et je pense qu'il est allé pour les reconforter, les saluer. Bon, je ne sais pas si c'était une bonne manière de... je ne sais pas si c'était une bonne manière de médiatiser ça, parce que la lutte contre le terrorisme, plus vous vous affichez que vous voulez lutter contre le terrorisme, plus vous attirez la foudre des terroristes. C'est pour ça que les pays qui sont vraiment rompus à la guerre contre les terroristes, ils font beaucoup de choses dans la discrétion. Par exemple, lorsqu'on a tué Ben Laden, on a vu que le résultat. Lorsqu'il a été tué, on nous a dit qu'il a été tué, et puis on a dit que le corps a été jeté dans la mer et tout. Et puis lorsqu'on a réglé aussi le cas d'un autre terroriste il n'y a pas très longtemps, rien n'a été dit avant. Donc, les Africains, parfois, ils aiment trop montrer les muscles. Alors que les barbus, là, avec leurs tapettes, vous savez, ils sont rompus à la guerre asymétrique, ils sont dans le désert, et ils apprennent à affronter les obstacles, ils sont rapides, et donc ils peuvent mettre en déroute une armée qui n'est pas fondamentalement maître du terrain. Et puis les djihadistes, leur courage, ils tirent ça de leur religion. C'est-à-dire qu'eux, ils se disent quand ils meurent, ils vont au paradis parce qu'ils luttent pour une cause, c'est pas divine, vous voyez. Et donc, ils ont un courage que les soldats n'ont pas. Et donc, bon, c'est une bonne chose d'encourager les militaires, mais il faut faire attention à la médiatisation de ces genres d'opérations pour éviter d'autres conséquences, quoi. C'est ce que moi je pense. Merci beaucoup Ferdinand. Luc, depuis quelques années, le Togo se prépare. On a vu des simulations à l'Eto-Serakawa, au Stade de Fruvier, à l'aéroport, etc., etc. Aujourd'hui, on peut dire que le Togo est prêt pour accueillir les... Est-ce que je ne crois pas qu'il puisse avoir, en tout cas en Afrique ici, une armée qui puisse dire nous sommes prêts pour faire face aux djihadistes, aux terroristes, parce que en fait le terrorisme c'est quoi? C'est quand même une nébuleuse. Ce ne sont pas des gens qui sont structurés et dont on connaît la méthode d'attaque, la méthode d'opération qu'on pourrait contrer aisément. C'est des choses qui se produisent de façon quasi hasardeuse et puis de façon éparpillée, et comme il a dit, c'est des fanatiques religieux et donc qui n'ont pas qui n'ont pas de mesure quand ils sont engagés sur un front. Voyez-vous, donc on n'est jamais prêt en matière de préparation pour contrer en tout cas l'action terroriste. Cela dit, je pense que les États font effectivement bien de s'organiser. Mais moi je pense que l'organisation en elle-même présente des carences, parce que je ne comprends pas comment plusieurs pays à la fois sont donc victimes du terrorisme et pensent pouvoir de façon isolée s'organiser dans leur enclos pour pouvoir faire face à une nébuleuse comme celle du djihadisme ou du terrorisme. Comme on l'a dit par le passé, je pense qu'il faut mettre en place une armée solide mais régionale. Donc qui consolide donc la lettre d'action et qui montre que on mutualise donc justement les forces de telle manière à les contrer de gauche à droite. C'est ça seul qui peut repousser véritablement le djihadisme en question. Et puis surtout, quand il a parlé de la médiatisation, mais je dis, ça c'est un vrai danger parce que vous exposez justement et vous exposez en même temps vos stratégies d'attaque ou du moins de votre préparation. Or, en réalité, il faut le faire dans la discrétion. Je pense que cette forme de communication vise un autre objectif. Voilà. Disons-nous la vérité, comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est vrai que la question du terrorisme et du djihadisme semble être finalement un prétexte. C'est-à-dire que lorsqu'on a certaines carences sur le plan managérial, sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la promotion des valeurs démocratiques, etc., on se cache derrière justement ce principe d'engagement, de lutte contre
le terrorisme, donc pour pouvoir se maintenir et puis bon, mener un certain nombre d'actions. Donc cette médiatisation vise à séduire justement les puissances à l'international pour leur dire, bon ben écoutez, nous sommes très engagés, nous sommes très organisés, parce que justement les puissances font de cette question du djihadisme et du terrorisme une question prioritaire et qui justifie justement leur présence sur le territoire africain, notamment au Mali, etc., où elles profitent justement pour puiser les ressources qui sont dans sous le sous-sol de cette... Donc, le djihadisme et le terrorisme finissent par être un vrai prétexte pour expliquer voilà, le maintien de certains systèmes et puis mais certaines dérives aussi qu'on ne peut même pas dénoncer ou attaquer parce que ces régimes-là sont engagés sur tel front, tel front. Et vous allez voir qu'en général, ce sont les pouvoirs dictatoriaux là qui sont beaucoup plus engagés sur les fronts et choses. Ils envoient des militaires, ils envoient beaucoup de munitions, ils envoient, et puis on dit, bah, mais nous sommes très engagés. Vous voyez, Idriss Déby a quasiment envoyé presque la moitié de son armée pour lutter contre le terrorisme, etc. Et donc, c'est une raison qui justifie donc le fait qu'ils sont couverts par les puissances occidentales, notamment la France, voyez-vous. Donc, je crois qu'on n'est jamais prêt. Tout ça là, l'efficacité de cette organisation est à remettre en cause parce que la solution la plus vraie, la plus efficace et la plus plausible qu'on peut envisager, c'est la mutualisation des efforts, de sorte à faire un truc collégial qui permet justement de contrer l'action. Mais sinon, de façon individuelle, quel que soit le niveau d'engagement, quelle que soit la mobilisation, quelle que soit l'organisation de l'armée, en tout cas de nos armées aussi fragiles qu'elles sont, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a une armée qui est prête pour faire face au djihadisme et au terrorisme. Je ne crois pas. Merci beaucoup. Mais Ferdi, on dirait que ce sont les hommes, les militaires, qui paient les pots cassés de ce secret qui se cache derrière cette lutte contre le terrorisme, parce que cette semaine, bien la semaine dernière, c'est 15 Togolais qui ont été blessés par une explosion des djihadistes dans le Sahel. Oui, Lucas dit quelque chose de très fondamental. D'abord, le cadre régional de la lutte. Ce n'est pas normal qu'on ait par exemple la CEDEAO qui par le passé a créé les COMOG pour régler des problèmes dans la sous-région et qu'aujourd'hui, on n'envisage pas la lutte contre le terrorisme dans un cadre purement régional. On a la CEDEAO, il faut que chaque pays lève des troupes, puisque la menace concerne tous les pays. Donc il faut que chaque pays lève des troupes et peut-être les puissances étrangères, même si nous savons qu'elles sont dans le jeu du terrorisme, peuvent venir en appui avec des renseignements, du matériel et ces troupes-là, dans ce cadre régional, avec un commandement régional unique, vont se déployer sur le terrain pour lutter contre le terrorisme. Mais bon, la perception est tellement obtuse que chaque pays croit qu'en y allant seul, parce que c'est devenu un business, comme Luc vient de le décrire. Il y a un an, on a pris une sanction de la HAC, parce qu'on avait dénoncé quelque chose. On avait parlé d'un conseiller Afrique de Macron. Qu'est-ce que ce conseiller venait faire au Togo qu'on a dénoncé? Qu'est-ce qu'en fait on cherchait à nous faire cracher à cette époque-là? C'est justement les combines qui ont permis qui ont permis à la France de fermer les yeux pour un 4e mandat de fois, parce qu'il y avait déjà ce début de deal en disant, écoutez, nous voulons que vous vous engagez beaucoup plus sur le terrain. Parce que le Togo était dans les missions seulement des Nations Unies sur le mandat 7, c'est-à-dire le mandat de la paix, mais la France voulait que le Togo déploie les troupes au sud du Burkina pour consolider, pour aider les Burkinabés. Mais les Togolais avaient peur. Les gens au niveau de la hiérarchie disaient, mais on risque d'avoir des représailles. Vous voyez. Donc c'est ces combines-là qu'on tentait de dénoncer quand l'ambassadeur a dit il faut qu'on nous sanctionne. Alors, le 4e mandat étant devenu un acquis, aujourd'hui, les négociations sont en cours. Et c'est dans ce cadre-là que Macron ouvre les bras à Faure Gnassingbé. Macron qui avait dit à des Togolais qui l'ont interpellé au Canada, est-ce que je l'ai une fois reçu, est-ce que je l'ai une fois invité? Maintenant, il veut le recevoir à bras ouverts. Parce que Macron lui-même fait face à des problèmes de politique intérieure par rapport au déploiement de la France sur le terrain d'opération au Mali. Il y a 50 morts depuis 2013 parmi les troupes françaises. L'opinion française est de plus en plus critique. Les politiciens français demandent à ce qu'on rapatrie ou bien qu'on rappelle les troupes. Et donc, il y a 2 semaines, il y a eu un débat au Sénat français sur le retrait éventuel des forces françaises en Afrique. Aujourd'hui, il y a un sommet du G5
au Tchad, où tous les chefs d'État du G5 se retrouvent. Macron devait être là, mais il a fini par ne pas venir en disant qu'il va parler par vidéoconférence. Tout ça, c'est pour dire, je suis en train de me désengager. Donc la France veut annoncer un désengagement, en tout cas partiel, de ses troupes au Sahel. Il a besoin d'un pays africain pour prendre la relève. Surtout dans la bande des 3 frontières, où il y a plus d'attaques, Mali, Niger et Burkina. Alors, le Togo, je pense, a envie d'y aller, mais ne le dit pas ouvertement. Est-ce que Faure Gnassingbé a donné des gages? Est-ce que la loi de programmation militaire répond à ce dispositif? En tout cas, les jours à venir nous diront. Mais si Macron s'est décidé à le recevoir, et si la lettre continent dit cette visite va tourner autour des enjeux sécuritaires, c'est qu'éventuellement, il y a quelque chose qui a déjà dealé et on attend la réponse. Mais il y a eu un fait que beaucoup de gens n'ont pas perçu. Lorsqu'on demandait au pays de s'engager dans le Sahel, le Bénin a dit non. La Côte d'Ivoire, qui avait été attaquée entre-temps jusqu'à dans la capitale ou dans ces lieux balnéaires, a utilisé Blaise Compaoré, qui est réfugié en Côte d'Ivoire, pour faire calmer les djihadistes. Parce que vous savez, Blaise avait un homme clé, un élément clé, un monsieur qui était en contact avec les djihadistes qu'on appelle Chabi, qui est mauritanien, qui était toujours en contact avec les djihadistes, qui a dû jouer un rôle dans l'ombre pour que la Côte d'Ivoire soit épargnée. Alors, qu'est-ce que les renseignements français disaient depuis quelques jours? Que les terroristes ont fait des réunions, les djihadistes, et qui prévoient attaquer jusque sur la côte, et principalement la Côte d'Ivoire et le Bénin. Vous voyez, le Bénin qui ne voulait pas aller, malgré qu'il y a eu des enlèvements dans le parc de Pendjari, Talon a dit je n'y vais pas. Parce que y aller, c'est exposer le pays. C'est faire rentrer les djihadistes dans le pays. Donc maintenant, quand la France dit le Bénin est menacé, c'est pourquoi? C'est pour amener le Bénin à prendre la décision d'y aller. Et donc, Macron a besoin, par exemple, des supplétifs africains pour venir remplacer les forces françaises qui vont être rappelées au pays. Et vous savez qu'il n'y a pas que les Français là-bas. Il y a les Tchèques, il y a les Suédois, il y a quelques troupes allemandes qui font de l'observation. Moi, j'avais vu à l'aéroport de Lomé ici un avion militaire allemand. On a écrit là-dessus la Luftwaffe il y a 2 ans qui transportait des troupes. C'est genre un avion transal, vous voyez. Et donc, plusieurs puissances sont sur le terrain d'opération là-bas au Mali, au Niger et au Burkina. Donc, est-ce que nous, on a envie d'envoyer nos troupes là-bas? Et puis, les gens diront c'est pour la paix, mais à quel prix? Parce que, vous venez de le dire, les djihadistes ont attaqué une base comment vous appelez ça, des troupes togolaises de la mission des Nations Unies. Il y a eu un officier qui a été tué, paix à son âme. On présente les condoléances aux blessés, les condoléances à celui qui est décédé, sa famille, les compassions aux blessés. Il faut que tous ces gens-là retrouvent la santé. Mais vous avez vu la fureur de l'attaque par rapport vous avez vu les vidéos qui ont fuité. Oui. Si cette voiture n'avait pas été sautée de loin par les militaires qui ont tiré sur les pneus, si la voiture venait au contact, c'est tout le camp qui allait sauter parce que c'était une attaque kamikaze. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix de notre engagement sur le terrain des opérations? Tout ça, c'est des calculs pour rester au pouvoir. C'est des calculs pour maintenir le pouvoir. Parce que vous savez que le régime togolais, depuis des années, s'est engagé dans ce qu'on appelle la diplomatie des casques bleus. C'est quoi la diplomatie des casques bleus? Puisque plusieurs pays ne veulent pas aller dans ce genre de situations, le Togo envoie les gens. Et puisque le Togo envoie les gens, quand la situation togolaise ou le cas togolais arrive quelque part, la communauté internationale ferme les yeux. On dit, ah oui, c'est quand même le Togo qui nous fournit des troupes. Aujourd'hui, on est le plus grand contributeur de la MINUSMA. Et tout le temps, le secrétaire général des Nations Unies nous félicite. L'ambassadeur de France ici disait à des opposants, mais pourquoi vous voulez qu'on lâche le régime? C'est quand même le régime qui nous envoie plus de troupes quand même dans les missions de paix. Comme si le régime changeait, l'envoi des troupes aussi va changer. Vous voyez le raisonnement de l'ambassadeur. Et donc, le régime intensifie ça. Le Togo a des gens au Darfour, on a les gens parfois en Haïti, on a les gens au Mali, tout ça. Tout ça, c'est pour atténuer la position de la communauté internationale vis-à-vis du Togo. Mais ça permet aussi au régime de faire gagner de l'argent à ces militaires dont les soldes sont parfois dérisoires. Et ça permet à quelques officiers qui tiennent les casernes, qui envoient les militaires là-bas, de faire les business, de couper un peu sur la tête de ces petits soldats qu'on envoie là-bas. Donc, la situation arrange presque tout le monde. Mais le Togo, tout le temps, intensifie le déploiement des troupes. C'est parce que le pouvoir veut quand même tenir la communauté internationale par cet élément-là. Et donc, ça marche bien jusqu'à présent. Et bon, voilà la situation. Et donc, quand Macron va annoncer le retrait des troupes françaises,
en tout cas le retrait partiel, on verra bien quels sont les pays qui sont prêts à aller sur le terrain des opérations. Là, ce ne serait plus le maintien de la paix, mais ce serait la guerre. Et la guerre, c'est tout autre chose. Ouais. Merci Ferdinand. Ferdinand l'a dit tout à l'heure, le terrorisme a ouvert les portes de l'Elysée à Fognati, finalement. Bon, moi je suis extrêmement prudent sur cette question parce que je crois qu'il y a un an ou deux, en 2019, il nous avait été annoncé également que le président de la République du Togo serait reçu par Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait le ministre des Affaires étrangères qui avait également fait une visite en France et après il avait annoncé une visite officielle du président du Togo, mais qui finalement n'a pas eu lieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, à la suite de sa récente mission au Quai d'Orsay, il est annoncé l'arrivée prochaine du président de la République du Togo en France. Bon, alors j'attends de voir avant de pouvoir commenter, bien entendu. Mais tout compte fait, pour moi, ce n'est pas un événement, bien entendu. Parce que je suis de ceux qui pensent que d'ailleurs même, nos pouvoirs, après 60 ans, doivent pouvoir s'assumer et assumer véritablement leur indépendance pour ne pas donner l'impression que chaque fois qu'ils vont aller sur le parvis de l'Élysée, c'est une façon de se donner une crédibilité. La crédibilité d'un pouvoir se mesure par rapport à l'action qui se fait à l'interne. C'est-à-dire que le président ou le pouvoir ne rencontre en réalité qu'à son peuple. Il est redevable vis-à-vis de son peuple. Ce n'est pas la France qui doit pouvoir donner une crédibilité, une fiabilité ou une aura internationale à un président de la République. J'ai comme d'ailleurs l'impression que notre président de la République lui-même l'a compris parce qu'en réalité, il court très rarement pour aller en France. C'est ce qui a fait dire à Macron, comme l'a rappelé tout à l'heure Ferdinand, quand on l'a interpellé au Canada, il a dit « Est-ce que je l'ai reçu une fois? Est-ce que vous m'avez vu ?» Et tout ça, c'est des injures en fait pour le pays. Parce que ça veut dire que c'est un monsieur qui n'est pas fréquentable. Et donc, il ne mérite même pas d'être reçu par un président français. Vous voyez ça? C'est une injure en fait pour le pays lui-même. Et moi, en tant que Togolais, fier de l'être, je ne peux pas être heureux d'entendre ces genres de propos venant d'un président français vis-à-vis de mon pays et de mon président de la République. Voilà pourquoi nos dirigeants doivent vraiment prendre conscience de leurs responsabilités dans les actes qu'ils posent, en tout cas dans la gouvernance, de telle manière qu'ils puissent anoblir l'image de nos États. Parce que je ne peux pas concevoir que le fait qu'un président togolais soit reçu en France puisse être un événement pour nous, une fierté que bon, mais écoutez, ça veut dire qu'il a une aura internationale. Pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Il faudrait que l'opinion togolaise commence à se développer et à dépasser ces genres de petits carcans-là qui font que parfois on a le sentiment que c'est la France qui fait la loi dans nos pays, en tout cas notamment francophones, etc. Donc il faut vraiment qu'ils comprennent ça. Pour moi, ce n'est pas un événement. J'attends de voir quel est l'objet de cette rencontre. Si c'est pour des enjeux sécuritaires, ça se comprend aisément. Et on comprend que bon, il est en train de moissonner toutes les actions qui ont été faites, donc engagées au plan international, enfin local, pour réorganiser l'armée, pour donner le sentiment que nous sommes les plus engagés sur des questions de lutte contre le terrorisme et le djihadisme. Dieu merci que nous-mêmes, nous n'avons pas encore été victimes, si ce n'est sur ces fronts-là. Donc, si on continue d'être là comme ça et que bon, c'est ça qui peut valider notre réception ou notre audience à Paris, je trouve ça un peu déplorable en tout cas. Ouais. Merci beaucoup. Oui. Et je pense que Luc disait qu'on a l'impression que c'est la France qui fait la loi dans nos pays francophones. C'est la réalité. Ouais. Parce que depuis 60 ans, on n'a rien fait. Vous savez que dans nos pays francophones, les premiers conseillers de nos ministères de la Sécurité, c'est toujours un Français qui est à l'ambassade de France, qui fournit les renseignements. Chaque semaine, il y a des réunions avec tous les responsables des services de sécurité pour fournir les informations. Parce que s'il y a un bateau, par exemple, qui vient au Togo ou en direction du Togo avec de la drogue ou avec des armes ou des explosifs, le Togo n'a aucun moyen de le savoir. Mais les autres puissances, oui. On sait eux qui nous transmettent les informations. Et même sur le plan sécuritaire, on n'a pas véritablement réussi à bâtir des armées républicaines. Vous savez, les armées en Afrique, moi je les classe en 2 ou 3 catégories. Il y a la première catégorie qu'on observe fondamentalement dans les pays francophones, c'est des gens, c'est un ramassis d'individus, hein. On fait quelques formations, c'est un prêt des galons c'est pas pour défendre un régime, pour tenir le pouvoir pour un homme. Mais vous avez en Afrique des armées qui ont un caractère idéologique. Et c'est les armées les plus puissantes.
Parce que ces armées à caractère idéologique sont les armées qui étaient dès le départ engagées dans la guerre de libération pendant l'indépendance. Vous avez l'Angola, vous avez le Mozambique, vous avez le Zimbabwe, vous avez même l'Algérie, vous avez le Cap-Vert. Et quand vous prenez ces pays-là, il y a un socle dans l'armée parce qu'il y a eu une idéologie qui a formé l'armée. Pas trop loin de chez nous, Sankara a tenté de faire quelque chose avant qu'il ne meure en inculquant une idéologie à l'armée. Mais le reste, c'est des individus qu'on prend comme ça. Tu vois, si tu es au chômage, tu vas dans l'armée, tu vas essayer de gagner de l'argent. Et puis, le jour où on tire en l'air, les gars, ils jettent les treillis et puis ils fuient. Et c'est comme ça que plusieurs régimes se sont écroulés. On a vu quand ça a chauffé, comment appelle-t-on, quand ça a chauffé, avec Mobutu, l'armée s'est écroulée comme un château de cartes. Parce qu'il n'y avait aucune idéologie, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'âme. En Côte d'Ivoire, dès qu'il y a eu ces intrusions de Guéhi, et puis après les histoires de Ouattara, l'armée ivoirienne n'existait plus. C'est les dozos aujourd'hui qu'on a ramassés, on a mis dans l'armée, on a changé les galons aux gens. Ça n'a aucune idéologie. Si demain il y a un problème, cette armée va s'écrouler. Donc, les armées de ce genre, vous en trouvez dans plusieurs pays africains. C'est pourquoi, voilà la raison pour laquelle, je ne sais pas si c'est fait à dessein, je pense que c'est fait à dessein, la France même étant derrière, la France est obligée de revenir pour jouer aux gendarmes pour nos pays, en disant, bon, nous avons des armées, mais on n'a pas les techniques, on n'a pas la tactique, on n'a pas les renseignements, nous n'avons rien. Vous allez au Mali, la plupart des généraux maliens avant les coups d'État de Sanogo, ils étaient dans la drogue, ils faisaient le trafic de migrants, tout ça. C'est pour ça que les djihadistes, quand ils ont tiré 2 ou 3 fois, ils sont arrivés au port de Bamako. L'armée s'est effondrée. Donc il a fallu que les Français viennent pour repousser tout ça. Donc ça veut dire que fondamentalement, on a l'impression d'avoir des armées solides, mais c'est des gens qui tiennent juste des positions. Le jour où ça chauffe, mais ils prennent la poudre d'escampette, ils laissent leur position. Et ça se passe dans plusieurs pays. Centrafrique là, vous avez vu, c'est une armée ça? Non. Mais aujourd'hui on est obligé d'aller chercher des Russes, des Rwandais, tout ça pour venir consolider les positions pour l'armée, comment appelle-t-on, l'armée centrafricaine. Vous avez vu ceux qui sont rentrés au Cameroun là, avec les fusils, ils étaient dans les tapettes, tout ça là. Ça c'est une armée. Et donc, nous avons fondamentalement un travail à faire. Les pays européens ont commencé par des royautés. Et les royautés étaient basées d'abord sur l'armée. Un prince est d'abord formé comme militaire avant de diriger. C'est pour ça que jusqu'à ce jour, dans les pays où il y a encore la monarchie, le service militaire est obligatoire pour les princes. Parce qu'il est appelé demain à diriger un pays. Il doit comprendre ce qu'on appelle la donne militaire. Parce que c'est la donne militaire qui consolide un État. Et le service militaire encore dans d'autres pays. Et quand tu ne fais pas le service militaire, on te le reproche le jour où tu veux avoir des ambitions présidentielles. Mais en Afrique, il n'y a rien de tout ça. Donc, tu es copain avec un ami dans le quartier, demain on dit qu'il y a recrutement, bon, parce qu'il se cherche, tu le retrouves dans l'armée, et après, bon, si tu le retrouves dans l'armée, vous vous retrouvez dans un service, il te met à genoux parce que tu es venu garer ta moto, et là où lui doit garer sa voiture. Comme ça s'est passé au CHU, parce qu'il se croit supérieur aux autres. Vous voyez. Donc, quand vous analysez les armées africaines, il y a beaucoup de thèses, hein, des recherches, des thèses qui sont publiées, vous voyez les armées africaines, les armées qui tiennent, fondamentalement, c'est les armées qui ont été formées sur la base idéologique. C'est pour ça que l'Angola est une puissance qui intervient dans toute la sous-région en Afrique de l'Est là-bas. L'Éthiopie, c'est des armées formées sur la base idéologique. Mais le reste là, c'est des treillis, des fusils, le reste là, il n'y a rien. Donc, la France est bien obligée de revenir pour nous dire, bon, on veut faire la sécurité, on veut faire ci, on veut faire ça. Mais aujourd'hui, le monde étant en train d'évoluer, les panafricanistes étant de plus en plus engagés pour pousser la France dehors, pour lutter contre les bases militaires, la France est bien obligée, avec les dégâts qu'elle-même subit, avec les pertes humaines et la pression à l'intérieur, elle est bien obligée de retirer aujourd'hui ses troupes. Mais est-ce que nous sommes prêts pour reprendre la relève? C'est là où je rejoins la position de Luc. Il faut fondamentalement une armée régionale. Ça ne sert à rien. Parce que vous savez, le Togo ne va pas aller en guerre contre le Bénin demain. Le Togo n'ira pas en guerre contre le Burkina demain. Aujourd'hui, l'ennemi, c'est les djihadistes. Alors, il ne sert à rien d'avoir des militaires dans les casernes, à ne rien faire avec. Il faut créer une armée régionale prête à intervenir pour toute action. Piraterie, djihadistes, terroristes, trafic. Il faut que l'Afrique de l'Ouest ou la CEDEAO ait sa propre armée. On a les moyens, on a de l'argent. Le Nigeria seul, si c'est que le Nigeria n'était pas un pays qui déçoit toute l'Afrique de l'Ouest, qui est un pays gouverné comme je ne sais pas quoi. Oui, parce que les pays comme le Nigeria devaient tirer toute l'Afrique de l'Ouest vers le haut. Mais la gestion catastrophique du Nigeria fait qu'aujourd'hui, on est dans des situations difficiles. Si le Nigeria
respecter sa position de puissance, la France ne pouvait pas venir faire le désordre en Afrique de l'Ouest ici. Parce que le Nigeria seul est capable de rétablir de l'ordre dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais nos dirigeants, c'est parce qu'il y a un manque de leadership. Donc aujourd'hui, la solution, pour bouter la France dehors, il faut une armée régionale. Chaque pays fournit au moins 10 000 hommes ou 5 000 hommes. On les casse dans 3 pays, stratégiquement, en Afrique de l'Ouest. Les 3 pays doivent avoir des positions où on peut rapidement intervenir, les déployer sur les terrains des opérations, et on leur donne les moyens, on leur donne la formation qu'il faut. Et puis demain, s'il y a une menace, l'armée régionale intervient. Ça permet d'ailleurs même d'avoir un brassage entre les peuples, entre les armées, de se faire mieux connaître. Donc je pense que c'est la solution vers laquelle il faut aller. Si nous voulons que la France parte demain, il faut que nous-mêmes, nous prenions en charge. Autrement, on restera là, et puis les djihadistes, là, avec leurs tapettes et leurs barbes, vont mettre nos armées en déroute et vont prendre nos pays. Merci beaucoup, chers amis. Il faut que l'Afrique se prenne en charge. Nous mettons fin à cette première partie, nous revenons après.